podcast vous est présenté par Audible.fr. Vous aimez les podcasts ? Vous allez adorer les livres audio. Téléchargez-les et écoutez-les sur votre smartphone. Avec l'offre d'essai, le premier livre audio est offert sur audible.fr/slate. J'ai toujours été fascinée par une histoire contenue dans les études sur l'hystérie de Freud. C'est l'histoire de Lucy R., une jeune gouvernante anglaise, travaillant chez un bourgeois de Vienne. Il est veuf, patron d'usine, et elle s'occupe de ses enfants. Lucy a perdu l'odorat à la suite d'une rhinite, et elle se plaint de sentir en permanence une odeur d'entremets brûlés. Freud et elle vont enquêter ensemble pour comprendre la cause de cette illusion olfactive. Grâce au travail analytique, Lucy va se souvenir d'une scène lors de laquelle elle a fait brûler des entremets, et l'odeur de brûlé va disparaître avec le souvenir de la scène retrouvée. Mais une nouvelle odeur la submerge alors, de cigare cette fois-ci. Là encore, le travail analytique va permettre de dévoiler le souvenir oublié d'une scène associée à l'odeur de cigare. C'est le jour où Lucy, amoureuse de son patron, s'était rendu compte que lui-même ne l'aimait pas. C'est cette douleur traumatique qui avait généré ces illusions olfactives. Cette histoire m'a toujours fascinée dans ce qu'elle dit de notre capacité à enfouir les souvenirs, à fonctionner malgré les traumas, à trouver des expédients au malheur. Pour cet épisode, dans Transfert, l'histoire de Marion, une histoire de souvenirs et de douleurs, signée Alexandre Moniol. Aujourd'hui, j'ai 27 ans. J'ai vécu toute mon enfance en banlieue parisienne, juste derrière un terrain militaire où il y avait des militaires qui vivaient. C'est là que j'ai rencontré ma meilleure amie d'enfance, Alicia. On s'est rencontrés, on devait avoir 4 ans. Ouais, 3-4 ans, même très très jeune. Et c'est tout de suite devenu ma meilleure amie. On était des gosses, quoi. Donc, elle venait à la maison. Elle était très 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 souvent à la maison, pratiquement toute la semaine. Ma mère l'a considérée comme sa deuxième fille. Donc, ça devait être en 92, 93, quelque chose comme ça. Déjà, ma mère nous laissait faire absolument tout ce qu'on voulait. On se déguisait, on peignait les murs, on jouait beaucoup. J'étais une famille où on faisait beaucoup de jeux de société, de tarot, de trucs comme ça. Ma mère et mon beau-père étaient souvent sous, donc parfois joyeux, parfois pas. Parfois ça allait pas. Et il n'y avait pas d'argent, il y avait, 14 chats, un chien, c'était pas forcément hyper propre. Ça fumait des joints, honnêtement. Enfin voilà, c'était vraiment bohème. Et nous, on était au milieu de ça, on s'éclatait et on voyait pas ce qui n'allait pas. Quand on était ensemble, on sortait, on faisait Halloween, enfin bon, toutes les conneries d'ado, quoi. C'était vraiment une bonne ambiance, ouais. Et à la fois, c'était une période difficile, mais je l'ai pas ressenti vraiment comme ça, quoi. Je me voilais complètement la face, je prenais sur moi, je faisais comme si de rien n'était, et je profitais des bons moments. C'est à ce moment-là, vers 12 ans, où l'ADSL a fait son apparition. Et il y avait le premier chat de l'époque qui s'appelait Caramel, je ne pourrais pas l'oublier. Sur Caramel, j'avais un pseudo, alors je me souviens très bien pourquoi je l'ai choisi. Je m'appelais, c'est ridicule, hein. Je m'appelais Ecstasy75. Ecstasy écrit comme extase, XTA, voilà. Donc, parce qu'il y avait la drogue, l'ecstasy, et puis l'ecstasy sexy, 75 Paris, alors que j'habitais pas à Paris. Je m'appelais Alexandra, j'avais 18 ans, je faisais des photos de mannequinat, enfin bon, n'importe quoi. J'avais 12 ans quand j'ai commencé à faire ça. Et Alicia, c'était pareil, Nina, 18 ans, on s'inventait des personnages comme ça. Vers l'âge de 13 ans et demi, par là. Donc on était sur ce chat Caramel et on rencontre 2 garçons qui vivaient dans l'Oise, en Picardie. Et on commence à discuter comme ça, on s'échange les numéros de téléphone. Et pendant pratiquement 1 an, je rencontre donc ce garçon qui s'appelle Antoine. Et pendant pratiquement 1 an, au téléphone, comme si on était ensemble. Alors il me quittait, c'était terrible, j'étais en larmes. Je l'avais jamais vu de ma vie, mais j'étais folle amoureuse de lui.
Et au bout d'un an, j'ai dit, j'en ai marre, je veux le rencontrer pour de vrai quand même. Mais alors, je pouvais pas, parce que, évidemment, je m'appelle pas Alexandra, j'étais pas mannequin. Donc, je me suis dit, bon, je vais lui trouver une cousine, Alexandra, une cousine qui s'appelle Marion, et puis qui a 15 ans, ou 16 ans, je sais plus, je m'étais quand même grandi d'un an ou deux, comme d'habitude. Et alors, lui, il fait comme s'il y croyait à cette histoire de cousine et tout, puis finalement, je finis par le rencontrer pour de vrai. Et je suis immédiatement folle amoureuse de ce type, qui était un guitariste brun, habillé en skater à l'époque. C'était la grande mode qui faisait flancher les filles. Et lui, il s'en foutait complètement de moi, mais quand même, bon, j'étais plutôt mignonne pour l'époque. Et je lui plaisais. Donc, on a fait une soirée. Il y avait Alicia avec moi, que j'avais ramenée. Et on a fait une soirée donc, avec Antoine, ses amis, une soirée de grands, avec de la bière, avec de l'alcool. J'avais 14 ans maintenant, et c'était un an après. Puis on a fini un jour par faire une soirée que tous les deux, et on a bu beaucoup de rhum, beaucoup d'alcool, et on a fait l'amour pour la première fois. C'est-à-dire que c'était avec lui que j'ai perdu ma virginité. C'était fou, c'était l'homme que j'aimais vraiment plus que tout, et c'était une belle première fois. J'étais franchement dans un état de plénitude, de bonheur, c'était agréable, ça n'a pas duré très longtemps, voire très très peu de temps, mais j'en ai un souvenir extraordinaire. Ouais. Et à ce moment-là, je me sens vraiment grande, adulte, ça y est, je suis une femme, quoi. À l'époque, j'aime boire. J'aime l'effet que ça fait. Je pense que c'est déjà à partir de ce moment-là que je me rends compte que j'aime être dans un autre état. Et très bizarrement, moi, le fait de boire ne m'a jamais perturbée, ne m'a jamais fait penser « Oh, tu peux finir comme ta mère, tu peux... » Vu que je ne voyais pas l'alcoolisme de ma mère, je ne pouvais pas avoir peur pour moi-même à ce moment-là. On est un an et demi après ma première fois avec Antoine. Voilà, j'avais 15 ans. Antoine, il a commencé à disparaître de ma vie à ce moment-là. On n'a jamais été vraiment en couple, donc on se parlait plus du tout à ce moment-là. Puis au moment du déménagement de ma mère dans le sud, moi, j'avais plus la liberté que j'avais avec mon père, puisque je suis restée vivre avec mon père à Paris. Du coup, je ne vois plus Antoine, et Alicia, qui, elle, vivait dans le 77, pouvait pas faire le trajet comme avant pour les vacances, pour aller à 800 km de là. Du coup, je ne la vois plus non plus. Et on s'éloigne, on finit par ne plus se parler. Après mon bac, je décide de faire une licence. J'étais nouvelle dans cette fac. Et au bout de quelques mois, j'avais déjà repéré une fille que j'aimais pas du tout, qu'à son allure. Elle était toujours perchée sur 10 cm de talons, elle parlait comme une bourgeoise. Moi, j'avais déjà un pote avec qui j'étais, j'avais quelques amis que j'avais rencontrés dans la promo. Et puis, notamment une fille qui s'appelle Margot, avec qui j'étais copine, qui, elle, était amie avec cette fameuse bimbèche qui s'appelle Audrey. Et un jour, je bois un café avec Margot, et il y a Audrey qui nous rejoint. Et on commence à discuter, et Margot s'en va, et je passe 5 heures à discuter avec Audrey. On est un peu pareil sur le plan intellectuel, on aime le cinéma, on aime lire, on aime l'art, voilà, donc on se ressemble beaucoup sur ce point-là. Puis elle, que je voyais comme une bourgeoise qui parle un peu comme ça. En fait, elle vient d'une famille pas du tout comme ça, elle galère, elle a eu beaucoup de problèmes dans sa vie, donc on se retrouve vraiment sur plein de sujets. Et c'est devenu petit à petit ma meilleure amie, vraiment plus importante que ça. C'était une des seules personnes en qui j'avais confiance. Et du coup, on a commencé à se fréquenter comme ça. Et on est devenus très, très amis. Avec Audrey, notre vie, c'était les bars. On sortait, on discutait jusqu'à pas d'heure. Je passais des soirées chez elle. Et on faisait tout ce qu'on faisait à cet âge. On allait en cours, on passait nos examens, on trichait aux examens ensemble. Alors on a tout fait, on s'échangeait les brouillons, on écrivait sur les cuisses avec les jupes. On est sortis dans tous les bars de Paris. On a vraiment tout fait, quoi. Je l'aime comme la sœur que j'ai jamais vraiment eue. Je l'aime plus que tout. Et je lui fais une confiance aveugle. Et à ce moment-là, je rencontre un mec qui vivait dans l'Oise, d'ailleurs, qui connaissait Antoine. Et je me mets avec lui pendant 2 ans, je reste avec lui, un an et demi exactement.
Et bon, c'est un mec qui n'a rien à voir avec moi, qui est un con total, mais que gentil. Mais voilà, je sais pas pourquoi je reste avec lui. Et c'est aussi une année importante parce que c'est l'année où j'ai mon premier appartement en colocation avec mon meilleur ami. Et non pas avec mon copain, ce qui lui avait pas plu du tout à l'époque. Mais moi, je m'en foutais parce qu'il commençait sérieusement à m'énerver. Et en fait, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à me sentir hyper mal. Au bout d'un mois ou deux, je commençais à me sentir pas bien du tout. Et je n'avais aucune idée de pourquoi. Parce que, bon, alors oui, mon copain, il commençait à me taper sur le système. Mais en même temps, ça m'a jamais trop traumatisée. Donc je pensais à le quitter. Donc je mettais peut-être ça sur le compte de ma relation qui n'allait plus. En même temps, je comprenais pas parce qu'enfin, j'étais dans mon appart. On avait un minuscule loyer parce que c'était un arrangement. Mes études allaient très bien. J'avais 14 ou 15 de moyenne. Enfin bon, j'avais plein de potes. Je fumais, mais ça m'empêchait pas de continuer à vivre. Mais je commençais à me sentir vraiment pas bien, sans comprendre du tout pourquoi. J'en parle à personne. Je me dis que ça va passer. C'est une mauvaise pente. Mais ça commençait à devenir de pire en pire. Et au même moment, je commençais à en avoir marre de l'alcool. Il se trouve qu'on habitait dans une ville où il y avait un peu de cité à droite à gauche. Et moi, je commençais à me dire pourquoi pas tester la cocaïne. Alors en février 2011, du coup, ça fait quelques mois que je suis dans la coloc, ça fait quelques mois qu'on tape de la coke à la place de l'alcool. Bon, on boit toujours, hein, mais on est moins bourré du coup. Et je décide de larguer mon copain que j'aimais plus, tout simplement. Et je me dis peut-être qu'à ce moment-là, je vais aller mieux. Je ne vais pas mieux. Et je me retrouve à une soirée. Mon coloc n'est pas là. J'invite un de mes amis de lycée, avec qui j'ai gardé contact, avec qui je fricote aussi un peu. Voilà, on n'est pas ensemble, mais bon, voilà, on fricote, quoi. Et comme d'habitude, je me dis, on va se faire une petite soirée coke à deux. Je vois mon dealer, je chope la coke. On se retrouve chez moi avec cet ami. Et on se prépare, donc je prépare les rails. Puis bon, déjà, je trouve qu'elle a une couleur un peu bizarre, cette coke. Elle est un peu jaunâtre. Mais bon, la texture a l'air normale. Je fais pas attention, je tape la trace, mon pote tape la trace. Il se passe 5 minutes et là, ça va pas du tout. Alors, au lieu d'avoir l'effet énergisant, je commence à me liquéfier sur place. Je transpire, j'ai des sueurs froides. Je me sens partir, un peu vaseuse. Je comprends pas du tout. Et je regarde mon pote et je lui dis qu'est-ce que tu ressens ? Est-ce que tu ressens comme moi ? Elle me dit ah oui, non, mais ça, c'est pas de la coke, mais attention, c'est pas mal du tout. Elle dit non, moi, ça va pas du tout. En fait, j'ai eu peur parce que je m'attendais à des effets et j'ai eu les effets complètement inverses. Il se trouve que je connaissais un ami qui habitait en Bretagne à l'époque et qui connaissait très bien les drogues, je le savais, et je savais qu'il avait déjà tout essayé. Donc, voyant le bad trip arriver de plus en plus, je lui passe un coup de fil. Je dis, écoute, il faut que tu m'expliques. Voilà, on a tapé... voilà, c'était un peu jaune. Et là, je me sens pas du tout bien. Qu'est-ce que c'est, quoi ? Et il me dit, bon, je vais te dire, panique pas, tu viens de taper de l'héroïne. Alors moi, déjà, pour moi, l'héroïne, ça se tapait pas. Normalement, ça se sniffe pas, on se pique. Donc déjà, première nouvelle. Je dis, ah bon, et tout. Alors, j'ai peur. Et à ce moment-là, en fait, je crois qu'il m'a dit la phrase qui a tout changé pour l'avenir et qui a eu des grosses conséquences. Mais c'est pas de sa faute, hein, évidemment. Il y est pour rien. Il m'a dit, écoute, Marion, maintenant que c'est fait, prends-le bien. C'est-à-dire, accepte, quoi. Accepte la sensation que tu es en train de ressentir parce que tu vas voir, c'est génial. Bon, je raccroche et je décide de le prendre bien. Et effectivement, mon ami qui était avec moi était déjà parti. Et là, je commence à me sentir la chaleur qui arrive. On commence à avoir la tête qui tourne, mais c'est agréable. C'est pas de l'ivresse, c'est pas de la défonce. C'est d'un coup, je me sens heureuse. Je sens le vrai bonheur pour la première fois de ma vie, quoi. Je pense que c'est vraiment pour la première fois de ma vie que je me sens aussi heureuse. C'est plus fort que l'orgasme, c'est plus fort que l'amour, c'est plus fort que tout. Et c'est extraordinaire. Donc, j'assume, on tape. Et avec mon ami, évidemment, avec qui je fricotais, quand t'es dans cet état-là, t'as envie de savoir ce que ça fait d'aller plus loin, quoi. Et alors là, à un moment très précis, dans une position très précise, avec l'envie de vomir qui montait, l'acte sexuel en même temps,
la tête dans les vapes, tout m'est revenu. Il me revient à la fois des images. C'est pas vraiment des flashs, c'est vraiment des images. C'est un peu comme un film décousu, mais surtout ce qui me revient, c'est des sensations. C'est ce que j'ai ressenti, c'est la peur, c'est la honte, c'est même pas la peur, c'est la terreur, c'est la douleur. Et en même temps, de toutes ces sensations, je retrouve des sensations que j'avais oubliées, un souvenir que j'avais complètement oublié. Je suis dans une voiture, il fait nuit, je suis à l'arrière, sur la banquette, et il y a un homme, je me souviens d'une main sur ma tête qui appuie, et d'un truc dans ma bouche. Et je réagis, je regarde autour de moi, je suis bien dans une voiture, je me vois pas la tête de cet homme. Puis d'un coup, j'ai très mal, j'ai la tête qui tape contre la vitre, 1 fois, 2 fois, j'entends ta gueule, j'ai mal, je sens une odeur de transpiration, de quelque chose en moi, et tout ça commence à prendre forme, et je me dis, mais attends, je suis super jeune, mais attends, je suis où ? Je suis dans une voiture, mais c'est qui ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que je ressens là ? Et je suis encore sous héroïne, donc je me dis, bon, t'es en train de rêver, tu dois faire un bad trip, tu dois halluciner, peut-être que ça provoque des hallucinations, après tout. J'en avais jamais pris avant. Mais quand même, ce que je ressentais, ça venait des tripes, quoi. C'était trop réel pour être une hallucination. Donc mon ami, là, je sais plus trop ce qui se passe après, et ce dont je me souviens, c'était que le lendemain, après avoir évacué la drogue, le souvenir était beaucoup plus net. Et je me suis souvenu de ce qui s'était passé avant, le pourquoi du comment de cette voiture. Et là, je me dis, mais putain, mais non, mais ma première fois, c'était pas avec Antoine, quoi. J'étais donc avec Alicia, encore une de nos soirées caramel. Cette fois-ci, on avait bu une bouteille de whisky, et j'avais 12 ans. Sur caramel, Nina, Alexandra, il est peut-être minuit, 1h du matin, et on rencontre 2 hommes, italiens, 25 ans, et on parle pendant peut-être 1 heure. Et à un moment donné, nous, on boit beaucoup, et ils nous proposent, donc j'habitais à Gagny, cette maison au bord d'un lac avec une presqu'île, un endroit agréable. Et ils nous proposent, est-ce que vous voulez qu'on vienne vous voir ? Et nous, on est super contentes, on a 12 ans et demi, et je voulais être grande, comme d'habitude, je voulais être grande, donc en sachant leur arrivée, je suis allée dans la salle de bain pour me raser, pour être prête. Alors que ces mecs, je ne savais pas à quoi ils ressemblaient. J'ai aucune idée de pourquoi cette idée m'est venue dans la tête. On était, comme j'ai dit, on était inconscientes, mais complètement. Et ils sont arrivés. Très gentils au premier abord, mais 25 ans bien tassés, facile. Et donc on est sortis, il était 4h du matin, peut-être même 5h, parce qu'il faisait plus nuit, complètement noir. Et donc on sort, nous, de la maison, vu qu'on pouvait faire ce qu'on voulait, c'était pas compliqué, vu que ma mère était sous ou était fatiguée, elle s'est même pas rendue compte de rien. On est sortis, on les a rejoints sur le trottoir, où ils ont garé leur voiture, pas très loin de la maison. Et puis on est partis avec eux sur cette presqu'île, dans le lac. Vraiment, la maison était au bord du lac, quoi. Et ils avaient ramené une bouteille de gin. Alors là, je me souviens pas exactement de tout, mais on discute, et puis ils commencent évidemment à s'approcher, parce que eux, ils étaient là pour ça, quoi. Et donc Alicia part avec un des mecs, et puis moi, je me retrouve avec un autre. Elle part sur un coin de la presqu'île où il y avait des buissons, des trucs comme ça, et puis lui, il me dit, viens, on va aller dans la voiture. Déjà là, je savais qu'il fallait pas que j'y aille. Déjà là, j'ai commencé à avoir peur. Mais bon, je m'étais préparée, donc fallait assumer. Il m'emmène dans la voiture, il ferme la voiture, il commence à enlever son truc, et là je dis non. Je lui dis non, je veux partir. Je commence à lui dire non, je veux partir. Il me dit, tu vas nulle part. Je sais pas combien de temps exactement ça a duré. Pardon. Mais voilà, je sais qu'au bout d'un moment, je suis sortie de la voiture, et Alicia était déjà rentrée dans la maison. J'ai pas regardé en arrière, j'ai regardé nulle part. Je suis rentrée, et je sais pas quand ils sont partis ou pas, j'ai retrouvé Alicia dans la maison.
Et après, je me suis dit, ah oui, c'est peut-être pour ça que t'as pas saigné avec Antoine. Du coup, ça me paraissait plus logique, mais il fallait quand même si tout était absolument réel, et j'étais sûre à 99,9% que j'étais pas en train de m'imaginer tout ça, il fallait que je vérifie. Et c'est à ce moment-là que j'ai contacté Alicia, que j'avais pas recontactée depuis des années. Je pense que c'est le lendemain ou le surlendemain, enfin très peu de temps après que le souvenir soit de plus en plus précis. Donc, c'était sur Facebook, j'étais dans ma chambre, dans mon appart, et je la contacte sur l'ancien Messenger, quoi, de Facebook, et je lui dis: «Salut, c'est Marion, ça fait des années qu'on ne s'est pas parlé, mais écoute, là, c'est très important, il faut que je me souvienne de quelque chose. Enfin, je suis en train de me souvenir de quelque chose, mais je veux savoir si c'est vrai, si je rêve pas, etc.» Et donc, je me souviens avoir tapé ça, et je me souviens, est-ce que, voilà, tu te rappelles, on était petites, on avait 12 ans, sur Caramel, on avait rencontré 2 mecs, et je me souviens même qu'elle me coupe, elle me dit: «Oui, 2 mecs, ils sont venus, tu te souviens?» Je dis: «Oui, ils sont venus. C'était bien 2 Italiens?» «Oui, c'était bien 2 Italiens. Comment ils s'appelaient?» Alors je sais plus si elle m'a dit, si elle s'en rappelait ou pas, moi je me rappelais pas. Et voilà, je lui ai rien dit d'autre, je lui ai demandé des faits. Elle m'a dit les faits, donc je savais à partir de ce moment-là que d'une, elle le savait pas, ce qui s'était passé dans la voiture, je lui avais jamais dit. Et que de deux, si tout le reste était vrai, ça aussi c'était vrai. Comme d'habitude, j'ai mis un voile sur le truc, je voulais pas que ça fasse de vagues. J'ai fait comme je sais faire, donc elle n'a jamais su, et aujourd'hui elle ne le sait toujours pas. Je pense que Alicia m'en a jamais reparlé, ou peut-être qu'elle m'en a reparlé, mais tellement tôt après que je m'en souviens pas, parce que toutes les conneries qu'on a faites, on en a fait d'autres après, elle aussi, on faisait comme ma vie, on faisait comme si de rien n'était, donc c'est tout à fait possible qu'on n'en ait jamais rediscuté. Mais je pense que le traumatisme et la culpabilité a été si énorme que, comme beaucoup de choses de mon enfance difficiles, dont je me souviens pas aujourd'hui, mon cerveau a fait un blackout, quoi, a plus voulu se rappeler, a foutu ça dans un inconscient. Et j'ai entraîné mon cerveau à faire ça depuis toute petite. Et il a pensé que là, il fallait le faire parce que sinon, j'allais pas m'en sortir, quoi. Et effectivement, je pense qu'il a eu raison, mais il a oublié un truc, c'est qu'il pensait pas que ça me reviendrait dans la gueule d'un coup comme ça, quoi. Alors, après quelques jours où, bon, ben, ça y est, une fois que je sais que c'est vrai, plus les jours passent, plus c'est net. Plus c'est présent, plus c'est réel, et surtout, c'est impossible à oublier. C'est-à-dire qu'on a pu oublier une fois, mais tu vois, ça marche pas, on peut pas oublier une seconde fois. Non, non, ça, c'est une fois que c'est fait, c'est fait. Et là, le problème, c'est que je dors plus, même pas dormir, c'est-à-dire que je peux plus fermer les yeux. Dès que je ferme les yeux, l'image, les images, les ressentis reviennent immédiatement. C'est invivable. Du coup, je me dis, bon, je me rappelle quand même à quel point l'héroïne était agréable. Et je me dis, bah, c'est à cause de l'héroïne que je me suis rappelée, bah, ça va être grâce à l'héroïne que je vais oublier. J'avais décidé d'essayer d'aller mieux avec quelque chose de nocif. C'est exactement ce que faisait ma mère, c'est-à-dire elle buvait pour oublier, pour aller mieux. Et moi, à ce moment-là, j'ai un peu pris le même chemin, tout en me disant, oui, mais toi, Marion, consciemment, tu vas en prendre que 10 jours, tu vas savoir t'arrêter à temps. Mais en fait, avec le recul, j'ai pris exactement le même chemin. Je décide donc de prendre de l'héroïne, hein, voilà, comme on prend un petit café le matin. Je fais ma petite trace, je la prends, et là, ça y est, je revis, quoi. Et je commence donc à en prendre pendant 10 jours. Et au bout de 10 jours, je me dis, non, de toute façon, quand même, c'est de l'héroïne, quoi. C'est pas un joint. C'est même pas de la coke, quoi, parce que la coke, moi, j'ai jamais été dépendante. Non, non, c'est de l'héroïne. Fais attention. Donc, je dis, bon, j'arrête. Et première nuit, en plus, c'était première nuit, c'est-à-dire que j'en avais pas en rab, c'était ma dernière. Et alors là, je passe la pire nuit de toute ma vie, quoi. C'est vraiment, j'ai jamais ressenti ça de ma vie. Le manque, je pense que c'est à ce moment-là qu'on se rend compte que l'héros, c'est pas génial et que ça dissuade beaucoup. Le manque, c'est la pire douleur que j'ai jamais ressentie. C'est à la fois physique, comme si on enfonçait
des millions et des millions de petites aiguilles dans les os. Chaque articulation grince, chaque articulation est douloureuse. On est malade au niveau de l'estomac, on est impatient psychologiquement. Moi, je me tapais la tête dans les murs. J'étais obligée de me lever pour aller boire de la vodka cul sec pour essayer de dormir. Et alors là, après cette première nuit de manque, j'ai dit « Ah non, c'est pas possible. Je peux pas m'arrêter comme ça, à la dure, comme beaucoup font. C'est pas possible. » Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai continué. J'aurais pu dire « Va voir un médecin. » Non. Là, c'était trop tôt encore, parce que le souvenir était encore trop présent. Ensuite, on est bien en mai 2011. Et là, ça commence à prendre des proportions qui sont plus possibles. C'est-à-dire que je ne peux plus ne pas en prendre sans être vraiment malade. Donc, je suis obligée d'en prendre beaucoup. Vraiment beaucoup. C'est-à-dire que c'est 1 gramme par jour et il faut que j'y pense. C'est beaucoup d'argent parce que c'est 40 € le gramme. Maintenant, c'est plus 20 €. Et je suis en train de me dire, mais toute ta vie, tu vas devoir en prendre avec toi. En fait, ma vie n'était programmée que pour savoir si j'allais en avoir assez, combien il m'en faudrait pour tant, pour si je pars là, est-ce que j'en aurai assez de côté, etc., etc. Ne pas se faire choper dessus. Enfin, quand on va en chercher aussi par les flics, etc. Et je me souviens très bien, donc c'était en mai, devant une trace. Et là, j'étais fatiguée, vraiment. Et j'ai regardé cette trace et je me suis dit, je me suis posé la question vraiment. Je me suis dit, est-ce que tu veux mourir ? Et c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit, ok, il faut que je trouve, il faut que j'arrête. Je pensais le faire un peu comme on appelle à la dure. C'est-à-dire que je devais partir 15 jours chez ma mère dans le sud. Et j'ai décidé d'en prendre pas assez. Donc la semaine se passe chez ma mère. Au bout d'un moment, évidemment, la première semaine se passe, il m'en reste. La deuxième semaine, j'en ai plus. Et là, je sens que ça va être très difficile, surtout que je suis avec ma famille. Mais il se trouve que ma mère, à ce moment-là, s'était fait opérer du dos et elle avait des médicaments très forts, du genre morphine, médicaments antidouleurs très, très puissants. Et je lui ai piqué des cachets pour pouvoir tenir le coup. C'est vraiment pas dans l'idée de se défoncer. Donc, j'ai tenu l'autre semaine comme ça, avec les cachets de ma mère. Mais psychologiquement, ça allait pas du tout. J'étais extrêmement déprimée. J'étais vraiment pas bien. Donc, dès que je suis rentrée à Paris, je me suis dit, il faut que j'aille voir un médecin. Parce que tu vas pas y arriver toute seule. Fin mai 2011, donc après ces vacances qu'on nous avait données pour réviser les partiels, parce que j'étais en dernière année de licence, c'était quand même mon année où il fallait que je passe ma licence. Je rentre à Paris, je suis très très déprimée, j'ai plus d'antidouleur de ma mère, il faut que je voie un médecin. Je décide de ne pas prendre mon médecin traitant et de placer un médecin au pif, à côté de chez moi. J'avais honte de lui en parler. Et je tombe sur le pire médecin du monde. Je crois que si je l'avais voulu choisir pire, j'aurais pas pu. J'ai pas d'autre mot, un vieux connard, vraiment, qui dès que je lui ai annoncé pourquoi j'étais là, m'a regardé comme une merde, vraiment comme une junkie, comme j'étais plus que l'ombre. Voilà, il m'a regardé vraiment très mal. C'était très très douloureux. Et il m'a dit non mais de toute façon, moi je vous donne pas de Subutex. Le Subutex c'est un substitut. Je vais vous donner un peu de dafalgan codéiné et puis des antidépresseurs. Je repars avec son traitement à 2 balles. Évidemment, au bout de 2 jours, c'est la fin du monde. Ça va pas du tout. Les antidépresseurs, c'est l'effet inverse. C'est-à-dire que dès qu'ils s'arrêtent, pour le coup, j'ai vraiment envie de me suicider. Donc je dis, ça peut pas continuer. Je vais appeler mon médecin traitant. C'était une femme qui me connaissait depuis plusieurs années, qui habitait à côté de chez mon père, son cabinet. Je prends rendez-vous, je vais la voir. Alors, vraiment, ça a été une épreuve de lui avouer. Elle me connaissait depuis tellement longtemps. Et elle me regarde, et vraiment avec un regard compatissant, ça m'a fait du bien. Et elle m'a dit, bon, c'est pas ma spécialité. Je connais un bon médecin de la même ville qui peut t'aider, qui a une formation en addictologie. Elle me dit, là, t'en es où exactement de tes cours et tout? Et je lui dis, là, la semaine prochaine, je passe mes partiels, quoi. Et elle me regarde, et alors là, elle me sort un truc que jamais j'aurais imaginé qu'un médecin pourrait dire un truc pareil. Elle me dit, écoute, c'est pas vraiment le moment d'arrêter maintenant. Parce que t'as tes examens, parce que t'as passé toutes tes années sans problème. Elle me dit, moi, ce que je te conseille, c'est de reprendre pendant 1 mois, le temps de passer tes examens, et quand t'auras tout fini, quand ce sera les vacances,
là, t'auras du temps, t'auras ce qu'il faut et tu pourras arrêter et t'iras voir le médecin que je t'ai conseillé. Je l'ai écouté et j'ai réussi mes examens. Et une fois que ça a été terminé, j'ai été voir ce fameux médecin qu'elle m'avait conseillé, qui est un type formidable. J'ai eu un traitement donc de juin 2011 à novembre 2011, graduellement, c'est-à-dire qu'on prend du Subutex. J'ai commencé à 2 fois 8 mg par jour. Et progressivement, je descendais de ma volonté. D'ailleurs, il me félicitait beaucoup pour ça. Il trouvait que vraiment, il y a des gens qui restent 2-3 ans sous Subutex, même qui n'arrêtent jamais. Et il me disait, et moi, toutes les semaines, je voulais réduire un coup, je voulais réduire d'un coup. Et là, je me suis impressionnée moi-même. Et en même temps, on peut pas être fier de ça, donc c'est très ambivalent. Je me suis impressionnée moi-même en me disant, t'as de la volonté, parce que j'ai jamais pensé que j'avais de la volonté, moi qui suis une flemmarde totale. Et toutes les semaines, je réduisais, jusqu'au mois d'octobre 2011 où il y avait plus de Subutex. D'ailleurs, j'ai toujours sur moi, dans mon portefeuille, le dernier cachet de Subutex. C'est l'emballage, oui, c'est l'emballage du cachet. J'ai pris le cachet et j'ai gardé l'emballage. Encore aujourd'hui, je l'ai sur moi. C'est comme un totem pour me dire, tu vois, t'as réussi. Et en fait, je l'ai annoncé à tous les gens que je connaissais à partir du moment où j'avais arrêté. Du coup, je lui annonce à Audrey qu'il le prend plutôt bien. Elle me dit tout de suite, évidemment, « Ah, mais oui, je comprends mieux. » Moi, tu parles, elle avait jamais rien remarqué. Mais elle a fait comme si, elle se posait des questions, tout ça. Et effectivement, je dois l'avouer qu'elle m'a beaucoup, beaucoup aidée pendant le sevrage, parce qu'il a été long. Et elle a toujours été là. J'allais chez elle à n'importe quelle heure. Elle m'épaulait. Et puis, elle m'avait dit quelque chose qui m'avait vraiment, vraiment aidée à l'époque. Elle m'a dit, « Tu sais, Marion, si tu continues comme ça, un jour, on te retrouvera dans le caniveau et ça m'étonnera même pas. » Ah, c'était violent, mais c'était utile. Bon, ça ne veut pas dire qu'une fois qu'on arrête d'en prendre et une fois qu'on arrête le traitement, on n'y pense plus. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'avais un truc qui allait pas, je pensais à l'héroïne. À chaque fois que j'étais pas bien, j'y pensais, ça revient, on a envie. C'était toujours présent, ça reste très très longtemps. J'étais pas complètement remise. Psychologiquement, je partais encore un peu en live. C'est à ce moment-là aussi que du côté de ma mère, ça commence à aller vraiment très mal. 3 semaines seule dans cette maison et elle est complètement partie en live. Elle a bu, elle est tombée, elle s'est blessée gravement au genou et au poignet. Elle était très très mal en point. Quand je suis arrivée du train, ma mère était dans le coma depuis 5h du matin. Donc paf, ça m'est arrivé comme ça. Et là, fallait assurer. Et pour assurer, en faisant les affaires de maman, les rangeant et tout, j'ai trouvé ces cachets, quoi. Les fameux cachets que j'avais pris la dernière fois. Et j'ai pris un peu de morphine, mais pas du tout pour me défoncer, vraiment comme quand j'étais mal, pour être normale. Et puis, ma mère, malgré qu'elle ait essayé de tout fait pour s'en sortir et qu'on ait tout fait pour qu'elle s'en sorte, elle a fini par décéder au mois de mai 2015. Et quand je suis rentrée à Paris, Audrey était là. Et je commençais à arrêter de prendre de la morphine, tout ça. Et une autre de mes très bonnes amies a fini par lui dire que je prenais des cachets, parce que je lui avais dit, voilà, j'ai pris des cachets, il faut pas que ça dérape, il faut que je puisse m'arrêter. Et elle lui a dit, et la réaction de cette fameuse Audrey a été de dire, écoute, moi, je n'ai pas les épaules pour supporter quelqu'un qui est toxicomane, qui peut retomber dans la drogue à tout moment. Pourquoi t'as fait ça? Il y avait d'autres moyens que de prendre des cachets. Un tel jugement, un tel déni, et se servir de ça à un moment aussi terrible que 10 jours après la mort de ma mère, ça a été un choc d'abandon énorme. Et peut-être que ça m'a rappelé l'abandon de ma mère à 12 ans, parce qu'il s'est pas vraiment assez occupé de moi pour vérifier ce que je faisais de ma vie, alors que c'est un âge où on doit surveiller ses enfants. L'abandon peut-être d'Alicia, qui m'a laissé partir dans cette voiture. Voilà, tout s'est mis un peu en place et ça a été comme un énorme électrochoc. Ça a été très très long pour me remettre de cette séparation avec Audrey. C'était un autre deuil, quoi. Mais toute cette période de deuil m'a vraiment fait comprendre que l'éros et la drogue et les cachets, les opiacés en général, c'était terminé, quoi. Et en fait, au moment où ma mère en a fini avec son addiction, pour de vrai, et puis définitivement parce que la mort lui a enlevé, c'est à ce moment-là que la mienne s'est terminée aussi.
C'était un épisode d'Alexandre Moniol sur une musique de Maxime Daoud. Jean-Baptiste Aubonnet a fait le mixage. Et si vous avez aimé, venez nous le dire dans les commentaires Facebook de la page Slate France Podcast ou sur iTunes. On adore vous lire. À très vite. Ce podcast vous a été présenté par Audible.fr. Vous aimez les podcasts ? Vous allez adorer les livres audio. Téléchargez-les et écoutez-les sur votre smartphone. Avec l'offre d'essai, le premier livre audio est offert sur audible.fr/slate. Qui peut t'aider, qui a une formation en addictologie. Elle me dit, là, t'en es où exactement de tes cours et tout ? Et je lui dis, là, la semaine prochaine, je passe mes partiels, quoi. Et elle me regarde, et alors là, elle me sort un truc que jamais j'aurais imaginé qu'un médecin pourrait dire un truc pareil. Elle me dit, écoute, c'est pas vraiment le moment d'arrêter maintenant. Parce que t'as tes examens, parce que t'as passé toutes tes années sans problème. Elle me dit, moi, ce que je te conseille, c'est de reprendre pendant un mois, le temps de passer tes examens, et quand t'auras tout fini, quand ce sera les vacances, là, t'auras du temps, t'auras ce qu'il faut, et tu pourras arrêter et t'iras voir le médecin que je t'ai conseillé. Je l'ai écouté, et j'ai réussi mes examens. Et une fois que ça a été terminé, j'ai été voir ce fameux médecin qu'elle m'avait conseillé, qui est un type formidable. J'ai eu un traitement donc de juin 2011 à novembre 2011, graduellement, c'est-à-dire qu'on prend du Subutex. J'ai commencé à 2 fois 8 mg par jour, et progressivement, je descendais de ma volonté. D'ailleurs, il me félicitait beaucoup pour ça. Il trouvait que vraiment, il y a des gens qui restent 2-3 ans sous Subutex, même qui n'arrêtent jamais. Et il me disait, et moi, toutes les semaines, je voulais réduire un coup, je voulais réduire d'un coup. Et là, je me suis impressionnée moi-même, et en même temps, on peut pas être fier de ça, donc c'est très ambivalent. Je me suis impressionnée moi-même en me disant, t'as de la volonté, parce que j'ai jamais pensé que j'avais de la volonté, moi qui suis une flemmarde totale. Et toutes les semaines, je réduisais, jusqu'au mois d'octobre 2011 où il y avait plus de Subutex. D'ailleurs, j'ai toujours sur moi, dans mon portefeuille, le dernier cachet de Subutex. C'est l'emballage, oui, c'est l'emballage du cachet. J'ai pris le cachet et j'ai gardé l'emballage. Encore aujourd'hui, je l'ai sur moi. C'est comme un totem pour me dire, tu vois, t'as réussi. Et en fait, je l'ai annoncé à tous les gens que je connaissais à partir du moment où j'avais arrêté. Du coup, je lui annonce à Audrey qu'il le prend plutôt bien. Elle me dit tout de suite, évidemment, « Ah, mais oui, je comprends mieux. » Moi, tu parles, elle avait jamais rien remarqué. Mais elle a fait comme si, elle se posait des questions, tout ça. Et effectivement, je dois l'avouer qu'elle m'a beaucoup, beaucoup aidée pendant le sevrage, parce qu'il a été long. Et elle a toujours été là. J'allais chez elle à n'importe quelle heure. Elle m'épaulait, et puis elle m'avait dit quelque chose qui m'avait vraiment, vraiment aidée à l'époque. Elle m'a dit, tu sais, Marion, si tu continues comme ça, un jour, on te retrouvera dans le caniveau et ça m'étonnera même pas. C'était violent, mais c'était utile. Bon, ça ne veut pas dire qu'une fois qu'on arrête d'en prendre, et une fois qu'on arrête le traitement, on n'y pense plus. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'avais un truc qui allait pas, je pensais à l'héroïne. À chaque fois que j'étais pas bien, j'y pensais, ça revient, on a envie. C'était toujours présent, ça reste très très longtemps. J'étais pas complètement... Donc ça devait être en 92, 93, quelque chose comme ça. Déjà, ma mère nous laissait faire absolument tout ce qu'on voulait. On se déguisait, on peignait les murs, on jouait beaucoup. J'étais une famille où on faisait beaucoup de jeux de société, de tarot, de trucs comme ça. Ma mère et mon beau-père étaient souvent sous, donc parfois joyeux, parfois pas. Parfois ça allait pas. Et il n'y avait pas d'argent, il y avait, 14 chats, un chien, c'était pas forcément hyper propre. Ça fumait des joints, honnêtement. Enfin voilà, c'était vraiment bohème. Et nous, on était au milieu de ça, on s'éclatait et on voyait pas ce qui n'allait pas. Quand on était ensemble, on sortait, on faisait Halloween, enfin bon, toutes les conneries d'ado, quoi. C'était vraiment une bonne ambiance, ouais. Et à la fois, c'était une période difficile, mais je l'ai pas ressenti vraiment comme ça, quoi. Je me voilais complètement la face, je prenais sur moi, je faisais comme si de rien n'était, et je profitais des bons moments. C'est à ce moment-là, vers 12 ans, où l'ADSL a fait son apparition. Et il y avait le premier chat de l'époque, qui s'appelait Caramel, je pourrais pas l'oublier. Sur Caramel, j'avais un pseudo. Alors, je me souviens
très bien pourquoi je l'ai choisi. Je m'appelais, ouais, c'est ridicule, hein. Je m'appelais Ecstasy 75. Ecstasy écrit comme extase, voilà. Donc, c'est parce qu'il y avait la drogue, l'ecstasy, et puis l'ecstasy sexy, 75 Paris, alors que j'habitais pas à Paris. Je m'appelais Alexandra, j'avais 18 ans, je faisais des photos de mannequinat, enfin bon, n'importe quoi. J'avais 12 ans quand j'ai commencé à faire ça. Et Alicia, c'était pareil, Nina, 18 ans, on s'inventait des personnages comme ça. Vers l'âge de 13 ans et demi, par là. Donc on était sur ce chat Caramel et on rencontre deux garçons qui vivaient dans l'Oise, en Picardie. Et on commence à discuter comme ça, on s'échange les numéros de téléphone. Et pendant pratiquement un an, je rencontre donc ce garçon qui s'appelle Antoine. Et pendant pratiquement un an, au téléphone, comme si on était ensemble. Alors il me quittait, c'était terrible, j'étais en larmes. Je l'avais jamais vu de ma vie, mais j'étais folle amoureuse de lui. Et au bout d'un an, j'ai dit, j'en ai marre, je veux le rencontrer pour de vrai quand même. Mais alors, je pouvais pas, parce que, évidemment, je m'appelle pas Alexandra, j'étais pas mannequin. Donc, je me suis dit, bon, je vais lui trouver une cousine, Alexandra, une cousine qui s'appelle Marion, et puis qui a 15 ans, ou 16 ans, je sais plus, je m'étais quand même grandi d'un an ou deux, comme d'habitude. Et alors, lui, il fait comme s'il y croyait à cette histoire de cousine et tout, et puis finalement, je finis par le rencontrer pour de vrai. Et je suis immédiatement folle amoureuse de ce type, qui était un guitariste brun, habillé en skater à l'époque. C'était la grande... 18 ans, on s'inventait des personnages comme ça. Vers l'âge de 13 ans et demi, par là. Donc on était sur ce chat Caramel et on rencontre deux garçons qui vivaient dans l'Oise, en Picardie. Et on commence à discuter comme ça, on s'échange les numéros de téléphone. Et pendant pratiquement un an, je rencontre donc ce garçon qui s'appelle Antoine. Et pendant pratiquement un an, au téléphone, comme si on était ensemble. Alors il me quittait, c'était terrible, j'étais en larmes. Je l'avais jamais vu de ma vie, mais j'étais folle amoureuse de lui. Et au bout d'un an, j'ai dit, j'en ai marre, je veux le rencontrer pour de vrai quand même. Mais alors, je pouvais pas, parce que, évidemment, je m'appelle pas Alexandra, j'étais pas mannequin. Donc, je me suis dit, bon, je vais lui trouver une cousine, Alexandra, une cousine qui s'appelle Marion, et puis qui a 15 ans, ou 16 ans, je sais plus, je m'étais quand même grandi d'un an ou deux, comme d'habitude. Et alors, lui, il fait comme s'il y croyait à cette histoire de cousine et tout, et puis finalement, je finis par le rencontrer pour de vrai. Et je suis immédiatement folle amoureuse de ce type, qui était un guitariste brun, habillé en skater à l'époque. C'était la grande mode qui faisait flancher les filles. Et lui, il s'en foutait complètement de moi, mais quand même, bon, j'étais plutôt mignonne pour l'époque. Et je lui plaisais. Donc, on a fait une soirée. Il y avait Alicia avec moi, que j'avais ramenée. Et on a fait une soirée avec Antoine, ses amis, une soirée de grands, avec de la bière, avec de l'alcool. J'avais 14 ans maintenant, et c'était un an après. Puis on a fini un jour par faire une soirée que tous les deux, et on a bu beaucoup de rhum, beaucoup d'alcool, et on a fait l'amour pour la première fois. C'est-à-dire que c'était avec lui que j'ai perdu ma virginité. C'était fou, c'était l'homme que j'aimais vraiment plus que tout, et c'était une belle première fois. J'étais franchement dans un état de plénitude, de bonheur, c'était agréable, ça n'a pas duré très longtemps, voire très très peu de temps, mais j'en ai un souvenir extraordinaire. Ouais. Et à ce moment-là, je me sens vraiment grande, adulte, ça y est, je suis une femme, quoi. À l'époque, j'aime boire. J'aime l'effet que ça fait. Je pense que c'est déjà à partir de ce moment-là que je me rends compte que j'aime être dans un autre état. Et très bizarrement, moi, le fait de boire ne m'a jamais perturbée, ne m'a jamais fait penser « Oh, tu peux finir comme ta mère, tu peux... » Vu que je ne voyais pas l'alcoolisme de ma mère, je ne pouvais pas avoir peur pour moi-même à ce moment-là. On est un an et demi après ma première fois avec Antoine. Voilà, j'avais 15 ans. Antoine, il a commencé à disparaître de ma vie à ce moment-là. On n'a jamais été vraiment en couple, donc on se parlait plus du tout à ce moment-là. Puis au moment, logiquement, moi je me tapais la tête dans les murs. J'étais obligée de me lever pour aller boire de la vodka cul sec pour essayer de dormir. Et alors là, après cette première nuit de manque, j'ai dit « Ah non, c'est pas possible. Je peux pas m'arrêter comme ça, à la dure, comme beaucoup font.
C'est pas possible. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai continué. J'aurais pu dire, va voir un médecin. Non, non. Là, c'était trop tôt encore parce que le souvenir était encore trop présent. Ensuite, on est bien en mai 2011. Et là, ça commence à prendre des proportions qui sont plus possibles. C'est-à-dire que je ne peux plus ne pas en prendre sans être mal, sans être vraiment malade. Donc, je suis obligée d'en prendre beaucoup. Vraiment beaucoup. C'est-à-dire que c'est 1 gramme par jour et il faut que j'y pense. C'est beaucoup d'argent parce que c'est 40 € le gramme maintenant, c'est plus 20 €. Et je suis en train de me dire, mais toute ta vie, tu vas devoir en prendre avec toi. En fait, ma vie n'était programmée que pour savoir si j'allais en avoir assez, combien il m'en faudrait pour tant, pour si je pars là, est-ce que j'en aurai assez de côté, etc., etc. Ne pas se faire choper dessus. Enfin, quand on va en chercher aussi par les flics, etc. Et je me souviens très bien, donc c'était en mai, devant une trace. Et là, j'étais fatiguée, vraiment. Et j'ai regardé cette trace et je me suis dit, je me suis posé la question vraiment. Je me suis dit, est-ce que tu veux mourir? Et c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit, ok, il faut que je trouve, il faut que j'arrête. Je pensais le faire un peu comme on appelle à la dure. C'est-à-dire que je devais partir 15 jours chez ma mère dans le sud. Et j'ai décidé d'en prendre pas assez. Donc la semaine se passe chez ma mère. Au bout d'un moment, évidemment, la première semaine se passe, il m'en reste. La deuxième semaine, j'en ai plus. Et là, je sens que ça va être très difficile, surtout que je suis avec ma famille. Mais il se trouve que ma mère, à ce moment-là, s'était fait opérer du dos et elle avait des médicaments très forts, du genre morphine, médicaments antidouleurs très très puissants. Et je lui ai piqué des cachets pour pouvoir tenir le coup. C'est vraiment pas dans l'idée de se défoncer. Donc j'ai tenu l'autre semaine comme ça, avec les cachets de ma mère. Mais psychologiquement, ça allait pas du tout. J'étais extrêmement déprimée. J'étais vraiment pas bien. Donc dès que je suis rentrée à Paris, je me suis dit, il faut que j'aille voir un médecin. Parce que tu vas pas y arriver toute seule. Fin mai 2011, donc après ces vacances qu'on nous avait données pour réviser les partiels, parce que j'étais en dernière année de licence, c'était quand même mon année où il fallait que je passe ma licence. Je rentre à Paris, je suis très très déprimée, j'ai plus d'antidouleur de ma mère, il faut que je voie un médecin. Je décide de ne pas prendre mon médecin traitant et de placer un médecin au pif, à côté de chez moi. J'avais honte de lui en parler. Et je tombe sur le pire médecin du monde. Ensuite, on est bien en mai 2011. Et là, ça commence à prendre des proportions qui sont plus possibles. C'est-à-dire que je ne peux plus ne pas en prendre sans être mal, sans être vraiment malade. Donc, je suis obligée d'en prendre beaucoup. Vraiment beaucoup. C'est-à-dire que c'est 1 gramme par jour et il faut que j'y pense. C'est beaucoup d'argent parce que c'est 40 € le gramme maintenant, c'est plus 20 €. Et je suis en train de me dire, mais toute ta vie, tu vas devoir en prendre avec toi. En fait, ma vie n'était programmée que pour savoir si j'allais en avoir assez, combien il m'en faudrait pour tant, pour si je pars là, est-ce que j'en aurai assez de côté, etc., etc. Ne pas se faire choper dessus. Enfin, quand on va en chercher aussi par les flics, etc. Et je me souviens très bien, donc c'était en mai, devant une trace. Et là, j'étais fatiguée, vraiment. Et j'ai regardé cette trace et je me suis dit, je me suis posé la question vraiment. Je me suis dit, est-ce que tu veux mourir? Et c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit, ok, il faut que je trouve, il faut que j'arrête. Je pensais le faire un peu comme on appelle à la dure. C'est-à-dire que je devais partir 15 jours chez ma mère dans le sud. Et j'ai décidé d'en prendre pas assez. Donc la semaine se passe chez ma mère. Au bout d'un moment, évidemment, la première semaine se passe, il m'en reste. La deuxième semaine, j'en ai plus. Et là, je sens que ça va être très difficile, surtout que je suis avec ma famille. Mais il se trouve que ma mère, à ce moment-là, s'était fait opérer du dos et elle avait des médicaments très forts, du genre morphine, médicaments antidouleurs très très puissants. Et je lui ai piqué des cachets pour pouvoir tenir le coup. C'est vraiment pas dans l'idée de se défoncer. Donc j'ai tenu l'autre semaine comme ça, avec les cachets de ma mère. Mais psychologiquement, ça allait pas du tout. J'étais extrêmement déprimée. J'étais vraiment pas bien. Donc dès que je suis rentrée à Paris, je me suis dit, il faut que j'aille voir un médecin. Parce que tu vas pas y arriver toute seule.
Fin mai 2011, donc après ces vacances qu'on nous avait données pour réviser les partiels, parce que j'étais en dernière année de licence, c'était quand même mon année où il fallait que je passe ma licence. Je rentre à Paris, je suis très très déprimée, j'ai plus d'antidouleur de ma mère, il faut que je voie un médecin. Je décide de ne pas prendre mon médecin traitant et de placer un médecin au pif, à côté de chez moi. J'avais honte de lui en parler. Et je tombe sur le pire médecin du monde. Je crois que si je l'avais voulu choisir pire, j'aurais pas pu. J'ai pas d'autre mot, un vieux connard, vraiment, qui dès que je lui ai annoncé pourquoi j'étais là, m'a regardé comme une merde, vraiment comme une junkie, j'étais plus que l'ombre. Voilà, il m'a regardé vraiment très mal. C'était très très douloureux. Et il m'a dit non mais de toute façon, moi je vous donne pas de Subutex. Le Subutex c'est un substitut. Ça fait quelques mois qu'on tape de la coke à la place de l'alcool. Bon, on boit toujours, hein, mais on est moins bourré du coup. Je décide de larguer mon copain que j'aimais plus, tout simplement. Et je me dis peut-être qu'à ce moment-là, je vais aller mieux. Je ne vais pas mieux. Et je me retrouve à une soirée. Mon coloc n'est pas là. J'invite un de mes amis de lycée avec qui j'ai gardé contact, avec qui je fricote aussi un peu. Voilà, on n'est pas ensemble, mais bon, voilà, on fricote, quoi. Et comme d'habitude, je me dis on va se faire une petite soirée coke à deux. Je vois mon dealer, je chope la coke. On se retrouve chez moi avec cet ami. Et on se prépare, donc je prépare les rails. Puis bon, déjà, je trouve qu'elle a une couleur un peu bizarre, cette coke. Elle est un peu jaunâtre. Mais bon, la texture a l'air normale. Je fais pas attention, je tape la trace. Mon pote tape la trace. Il se passe 5 minutes et là, ça va pas du tout. Alors, au lieu d'avoir l'effet énergisant, je commence à me liquéfier sur place. Je transpire, j'ai des sueurs froides. Je me sens partir, un peu vaseuse. Je comprends pas du tout. Et je regarde mon pote et je lui dis qu'est-ce que tu ressens? Est-ce que tu ressens comme moi? Elle me dit ah oui, non, mais ça, c'est pas de la coke, mais attention, c'est pas mal du tout. Elle dit non, moi, ça va pas du tout. En fait, j'ai eu peur parce que je m'attendais à des effets et j'ai eu les effets complètement inverses. Il se trouve que je connaissais un ami qui habitait en Bretagne à l'époque et qui connaissait très bien les drogues, je le savais, et je savais qu'il avait déjà tout essayé. Donc, voyant le bad trip arriver de plus en plus, je lui passe un coup de fil. Je dis, écoute, il faut que tu m'expliques. Voilà, on a tapé... voilà, c'était un peu jaune. Et là, je me sens pas du tout bien. Qu'est-ce que c'est, quoi? Et il me dit, bon, je vais te dire, panique pas, tu viens de taper de l'héroïne. Alors moi, déjà, pour moi, l'héroïne, ça se tapait pas. Normalement, ça se sniffe pas, on se pique. Donc déjà, première nouvelle. Je dis, ah bon, et tout. Alors, j'ai peur. Et à ce moment-là, en fait, je crois qu'il m'a dit la phrase qui a tout changé pour l'avenir et qui a eu des grosses conséquences, mais c'est pas de sa faute, hein, évidemment. Il y est pour rien. Il m'a dit, écoute, Marion, maintenant que c'est fait, prends-le bien. C'est-à-dire, accepte, quoi. Accepte la sensation que tu es en train de ressentir parce que tu vas voir, c'est génial. Bon, je raccroche et je décide de le prendre bien. Et effectivement, mon ami qui était avec moi était déjà parti. Et là, je commence à me sentir la chaleur qui arrive. On commence à avoir la tête qui tourne, mais c'est agréable. C'est pas de l'ivresse, c'est pas de la défonce. C'est d'un coup, je me sens heureuse. Je sens le vrai bonheur pour la première fois de ma vie, quoi. Je pense que c'est vraiment pour la première fois de ma vie que je me sens aussi heureuse. C'est Marion, ça fait des années qu'on ne s'est pas parlé, mais écoute, là, c'est très important. Il faut que je me souvienne de quelque chose. Enfin, je suis en train de me souvenir de quelque chose, mais je veux savoir si c'est vrai, si je rêve pas, etc. Et donc, je me souviens avoir tapé ça, et je me souviens, est-ce que, voilà, tu te rappelles, on était petites, on avait 12 ans, sur Caramel, on avait rencontré 2 mecs, et je me souviens même qu'elle me coupe, elle me dit, oui, 2 mecs, ils sont venus, tu te souviens? Je dis, oui, ils sont venus. C'était bien 2 Italiens? Oui, c'était bien 2 Italiens. Comment ils s'appelaient? Alors, je sais plus si elle m'a dit, si elle s'en rappelait ou pas, moi, je me rappelais pas. Et voilà, je lui ai rien dit d'autre, je lui ai demandé des faits. Elle m'a dit les faits, donc je savais à partir de ce moment-là que d'une, elle le savait pas, ce qui s'était passé dans la voiture, je lui avais jamais dit. Et que de deux, si tout le reste était vrai, ça aussi c'était vrai. Comme d'habitude, j'ai mis un voile sur le truc, je voulais pas que ça fasse de vagues. J'ai fait comme je sais faire, donc elle n'a jamais su, et aujourd'hui elle ne le sait toujours pas.
Je pense que Alicia m'en a jamais parlé, reparlé, ou peut-être qu'elle m'en a reparlé, mais tellement tôt après que je m'en souviens pas, parce que toutes les conneries qu'on a faites, on en a fait d'autres après, elle aussi, on faisait comme ma vie, on faisait comme si ne rien n'était, donc c'est tout à fait possible qu'on n'en ait jamais rediscuté. Mais je pense que le traumatisme et la culpabilité a été si énorme que comme beaucoup de choses de mon enfance difficiles, dont je me souviens pas aujourd'hui, mon cerveau a fait un blackout, quoi, a plus voulu se rappeler, a foutu ça dans un inconscient. Et j'ai entraîné mon cerveau à faire ça depuis toute petite. Et il a pensé que là, il fallait le faire parce que sinon, j'allais pas m'en sortir, quoi. Et effectivement, je pense qu'il a eu raison, mais il a oublié un truc, c'est qu'il pensait pas que ça me reviendrait dans la gueule d'un coup comme ça, quoi. Alors, après quelques jours où, bon, ben, ça y est, une fois que je sais que c'est vrai, plus les jours passent, plus c'est net. Plus c'est présent, plus c'est réel et surtout, c'est impossible à oublier. C'est-à-dire qu'on a pu oublier une fois, mais tu vois, ça marche pas. On peut pas oublier une seconde fois. Non, non, ça, c'est une fois que c'est fait, c'est fait. Et là, le problème, c'est que je dors plus, même pas dormir, c'est-à-dire que je peux plus fermer les yeux. Dès que je ferme les yeux, l'image, les images, les ressentis reviennent immédiatement. C'est invivable. Du coup, je me dis, bon, je me rappelle quand même à quel point l'héroïne était agréable. Et je me dis, bah, c'est à cause de l'héroïne que je me suis rappelée, bah, ça va être grâce à l'héroïne que je vais oublier. J'avais décidé d'essayer d'aller mieux avec quelque chose de nocif. C'est exactement ce que faisait ma mère, c'est-à-dire elle buvait pour oublier, pour aller mieux. Et moi, à ce moment-là, j'ai un peu pris le même cheval et tu pourras arrêter et t'iras voir le médecin que je t'ai conseillé. Je l'ai écouté et j'ai réussi mes examens. Et une fois que ça a été terminé, j'ai été voir ce fameux médecin qu'elle m'avait conseillé, qui est un type formidable. J'ai eu un traitement donc de juin 2011 à novembre 2011, graduellement, c'est-à-dire qu'on prend du Subutex. J'ai commencé à 2 fois 8 mg par jour. Et progressivement, je descendais de ma volonté. D'ailleurs, il me félicitait beaucoup pour ça. Il trouvait que vraiment, il y a des gens qui restent 2-3 ans sous Subutex, hein, même qui n'arrêtent jamais. Et il me disait, et moi, toutes les semaines, je voulais réduire un coup, je voulais réduire d'un coup. Et là, je me suis impressionnée moi-même, et en même temps, on peut pas être fier de ça, donc c'est très ambivalent. Je me suis impressionnée moi-même en me disant, t'as de la volonté, parce que j'ai jamais pensé que j'avais de la volonté, moi qui suis une flemmarde totale. Et toutes les semaines, je réduisais, jusqu'au mois d'octobre 2011 où il y avait plus de Subutex. D'ailleurs, j'ai toujours sur moi, dans mon portefeuille, le dernier cachet de Subutex. C'est l'emballage, oui, c'est l'emballage du cachet. J'ai pris le cachet et j'ai gardé l'emballage. Encore aujourd'hui, je l'ai sur moi. C'est comme un totem pour me dire, tu vois, t'as réussi. Et en fait, je l'ai annoncé à tous les gens que je connaissais à partir du moment où j'avais arrêté. Du coup, je lui annonce à Audrey qu'il le prend plutôt bien. Elle me dit tout de suite, évidemment, « Ah, mais oui, mais je comprends mieux. » Moi, tu parles, elle avait jamais rien remarqué. Mais elle a fait comme si, elle se posait des questions, tout ça. Et effectivement, je dois l'avouer qu'elle m'a beaucoup aidée pendant le sevrage, parce qu'il a été long. Et elle a toujours été là. J'allais chez elle à n'importe quelle heure. Elle m'épaulait. Et puis, elle m'avait dit quelque chose qui m'avait vraiment aidée à l'époque. Elle m'a dit, « Tu sais, Marion, si tu continues comme ça, un jour, on te retrouvera dans le caniveau et ça m'étonnera même pas. » Ah, c'était violent, mais c'était utile. Bon, ça ne veut pas dire qu'une fois qu'on arrête d'en prendre, et une fois qu'on arrête le traitement, on n'y pense plus. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'avais un truc qui allait pas, je pensais à l'héroïne. À chaque fois que j'étais pas bien, j'y pensais, ça revient, on a envie. C'était toujours présent, ça reste très très longtemps. J'étais pas complètement remise. Psychologiquement, je partais encore un peu en live. C'est à ce moment-là aussi que du côté de ma mère, ça commence à aller vraiment très mal. 3 semaines seule dans cette maison et elle est complètement partie en live. Elle a bu, elle est tombée, elle s'est blessée gravement au genou et au poignet. Elle était très très mal en point. Quand je suis arrivée du train, ma mère était dans le coma depuis 5h du matin. Donc paf, ça m'est arrivé comme ça. Et là, fallait assurer. Et pour assurer, en faisant les affaires de maman, les rangeant et tout, j'ai trouvé ces cachets, quoi, les fameux cachets que j'avais pris la dernière